de vous présenter Emmanuelle Lebaille, qui est directrice du musée des Avelines à Saint-Cloud, du patrimoine culturel et des archives municipales. Et donc le thème de la conférence aujourd'hui est le musée des Avelines, un musée de villégiature où il fait bon prendre son temps. Et là en ce moment on prend son temps, c'est formidable. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis donc ravie d'être auprès de vous et je remercie en particulier Julie Béalu pour toute son organisation. Je suis auprès de vous également parce qu'on a eu la chance que nos collections, les collections du musée des Avelines de porcelaine tendre, sont mises à l'honneur dans le cadre du 13e parcours de céramique, puisque vous avez peut-être fait déjà le tour d'un certain nombre de galeries, et je reconnais Monsieur Dragesco, voilà, un certain nombre de galeristes qui sont là. Nos collections, chaque galeriste a choisi une, deux, voire parfois trois pièces de nos collections et les ont placées en regard de leur propre collection, de leurs propres objets, pour une sorte de correspondance ou en tout cas d'invitation à la découverte. Et alors hier, quand j'ai fait le parcours de céramique, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas le musée des Avelines, donc je me suis dit que c'était important de venir vous raconter un peu ce musée. Et j'ai mis également des petits dépliants, si vous voulez, après, pour les prendre. Donc le musée des Avelines, il est situé dans une commune à Saint-Cloud. Saint-Cloud, c'est tout proche de Paris. C'est néanmoins pas si proche que ça, parce que c'est de l'autre côté du périphérique, ce qui est une vraie difficulté pour nous, pour faire venir le public. Vous savez que le public parisien, c'est toujours un petit peu compliqué de les faire dépasser le périphérique. On a la chance d'avoir l'appellation Musée de France, ça c'est extrêmement important depuis 2003, qui nous permet d'avoir des prêts importants de nombreuses institutions, et tout l'ensemble de nos expositions sont soutenues très généralement par le Louvre, par Orsay, par la Cité de l'Architecture, par le Mobilier National. Enfin voilà, on a, malgré le fait qu'on soit un petit musée, cette appellation a un rôle extrêmement important. D'autre part, et c'est tout récent, et j'installe la plaque vendredi soir, on a reçu le label d'intérêt régional qui valorise ce patrimoine non protégé de l'Île-de-France, puisque, alors je vais essayer de ne pas trop mal déployer. Voilà, notre villa, notre musée se trouve dans une ancienne villa des années 30. C'est très joli pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une villa de villégiature qui avait été élevée par un pharmacien qui s'appelait Alfred Daniel Brunet, qui avait ses laboratoires à Boulogne-Billancourt et qui souhaitait avoir un grand espace pour en faire une résidence pour y recevoir. Il avait un peu la folie des grandeurs et il s'était donc construit cette maison qu'on compare un peu à une petite maison blanche sur les hauteurs de Saint-Cloud. Vous savez que Saint-Cloud, c'est un balcon sur Paris. On dit que l'air y est meilleur et la reine Marie-Antoinette était ravie au château de Saint-Cloud d'emmener ses enfants parce que c'était vraiment un lieu qui était répertorié comme où il faisait bon vivre, dont un petit peu mon idée de titre, montrer qu'il y a ces petits musées où l'on peut découvrir un certain art de vivre. Ce musée est donc situé dans un jardin. Vous apercevez un petit peu les arbres tout autour, et ça aussi c'est très important puisqu'on est dans un environnement boisé, et en plus sur le même site se trouve une médiathèque et un conservatoire, et donc on joue beaucoup sur le pôle culturel des Avelines, parce que peut-être ce que je ne vous ai pas assez précisé, c'est que c'est un musée de ville, un musée territorial. Je suis agent municipal et on joue bien sûr d'abord sur la proximité, et en cas de Covid, en cas de crise sanitaire, cette proximité est vraiment un atout, puisque nous on continue à avoir beaucoup de monde qui vient, ceux qui ont l'habitude de venir. Il n'y a pas de transport en commun pour le public de proximité, c'est plus difficile pour le public parisien. Alors la particularité de notre musée, c'est sa rotonde. Au centre du musée, on a une rotonde assez extraordinaire. Là, vous avez des photos des années 1930. Donc la maison, elle a été construite en 1935. L'architecte s'appelle Mouret, il est complètement oublié. Je pense que c'est un peu sa seule réalisation. Mais il avait créé au centre une rotonde assez extraordinaire avec des grandes colonnes que vous pouvez apercevoir, noires veinées de blanc. Grande hauteur sous plafond, au centre un bassin avec une copie du faune dansant du musée archéologique de Naples. En fait, Alfred Daniel Brunet, qui était proche du conservateur du musée de Naples, avait essayé d'avoir l'original, mais il s'était rendu compte que ce n'était pas possible, et donc avait réalisé une copie. Cette demeure, Alfred Daniel Brunet, il vit jusqu'en 1943, c'est quand même pas de chance, il meurt d'un accident de voiture. À l'époque, pourtant, il n'y avait pas le trafic qu'il y a aujourd'hui, mais ça va presque jusqu'à la fin des années 1970, et à ce moment-là, la maison est mise en vente,
Et le maire de l'époque, qui s'appelle M. Fourcade, dont vous avez sans doute entendu parler, ancien ministre, est alerté par le médecin de Madame Brunet de la magnificence de cette maison et de la nécessité d'acheter la maison en tant que réserve foncière pour éviter que la maison, comme malheureusement beaucoup de maisons de Saint-Cloud à cette époque, soit détruite. Il y avait énormément de promoteurs immobiliers qui étaient fort intéressés par le domaine, puisque je vous ai dit qu'il y avait un grand jardin tout alentour. Et donc la maison est rachetée et elle devient un musée en 1988. Néanmoins, à l'époque, le décor de la rotonde est complètement caché. Les colonnes noires veinées de blanc sont recouvertes d'un badigeon rose, le bassin disparaît. Enfin, vraiment, dans les années 80, c'était plus du tout la mode de ces décors un peu kitsch, mais dans le bon sens du terme, un peu voilà, assez extraordinaire. Et en 2007, j'ai été nommée à la tête du musée et en 2009, j'ai pu réhabiliter la rotonde telle qu'elle était dans les années 1930. Et donc, ça en fait un lieu vraiment de fort caractère que je vous propose beaucoup de venir visiter. Ce qui est très intéressant, et peut-être que vous l'avez vu sur cette photo, vous avez vu qu'entre les colonnes, vous aviez des tableaux qui étaient peints sur des cartons et qui étaient de Henri Caro-Delvaille. Henri Caro-Delvaille, c'est un artiste très intéressant de la Belle Époque. Il avait réalisé pour Alfred Daniel Brunet 10 scènes mythologiques qui avaient donc été installées dans la rotonde. Malheureusement, au moment où la maison est rachetée par la ville, l'ensemble du mobilier avait déjà été dispersé par les descendants et en particulier, ces peintures avaient été retirées et elles étaient parties sur le marché de l'art. Néanmoins, il en restait une que je connaissais, que je vous montre, c'est celle du bas, sur le panneau complémentaire, qui est un dépôt, vous voyez, qui n'est pas un achat, et qui était en fait conservé par un descendant de la famille Brunet, parce que lorsqu'Henri Caro-Delvaille avait réalisé ces 10 panneaux, il les avait réalisés dans les années 1911-1912, donc avant la construction de la maison. Et quand Alfred Daniel Brunet fait construire cette fameuse rotonde, il installe des espaces pile à la bonne dimension pour installer ces panneaux. Mais il n'y avait que 9 espaces. Et donc le 10e panneau avait été remisé dans un grenier et gardé par un des descendants, n'était pas parti dans la fameuse vente des années 70. Et donc moi je connaissais ce panneau et mon rêve était de retrouver les autres panneaux en vente publique. Et donc évidemment on avait mis des moteurs de recherche. Et en fait, c'est une historienne de l'art que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Nicole Tambourini, qui est une femme vraiment très calée sur le 19e et le 20e siècle, avec qui j'avais fait une exposition sur le poète Verhaeren, qui les a découverts chez Drouot, complètement pas du tout identifiés comme faisant partie de la villa Brunet. Donc moi j'ai été les voir de manière complètement anonyme et je les ai reconnus sans problème puisqu'on avait des photographies d'époque, hein, vous avez vu, qui permettaient de les identifier et qu'en plus je connaissais un des panneaux, donc je pouvais tout à fait comparer et la signature et la technique. Et donc j'ai pu les racheter et pour tout vous dire, c'est la première fois que j'ai fait un dossier de préemption parce que dans les musées, les grands musées en font énormément, mais moi en tant que petit musée, ça s'est rarement présenté. Et en fait, il n'y a pas eu d'enchère. Ce qui arrive, parfois, il n'y a pas eu d'enchère. Et donc, je ne pouvais pas enchérir. C'est quand même pas de chance. Et après, je les ai négociés au prix. J'ai été voir le commissaire-priseur. Voilà. Et donc, mon espoir, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est... D'ailleurs, j'avais demandé à Nicole Tambourini peut-être de faire une enchère. Vous voyez, juste créer une enchère pour ensuite, moi, pouvoir préempter. Mais le problème, c'est créant une enchère, on crée un intérêt et qu'après, j'avais peur que ça s'emballe. Donc, finalement, on a laissé le marché se faire. Et voilà, je les ai négociés ensuite. Mais j'étais très contente de pouvoir les récupérer. Donc, c'était en 2017, vous voyez, assez récemment. Et je suis sur la piste des autres. Voilà, espérons peu à peu refaire un ensemble. Donc, pour le moment, on les présente dans la montée d'escalier et non pas dans leur emplacement à la rotonde. Parce qu'on n'a pas de... Vous voyez, on les a mis dans la montée d'escalier. On ne les voit pas sur cette photographie parce que j'attends de retrouver l'ensemble pour pouvoir les réinstaller dans la rotonde. Alors, l'identité du musée. Ça, c'est très important. Vous savez que pour qu'un musée, surtout un petit musée comme le nôtre, puisse avoir une petite place dans le monde de l'art, et Dieu sait si on a de la concurrence, il faut qu'on ait une identité très précise. Et donc moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ce qu'on appelle un PSC, projet scientifique et culturel, que j'ai rendu il n'y a pas très longtemps, sur lequel j'ai eu un avis très favorable et qui est un travail extrêmement considérable pour les directeurs de musées. Et j'ai réaffirmé l'importance au musée des Yvelines de raconter l'histoire et le patrimoine de Saint-Cloud. Donc toutes nos collections sont liées à l'histoire et au patrimoine de Saint-Cloud. Or, Saint-Cloud, c'est à la fois une petite ville, 30 000 habitants, mais c'est en même temps un lieu
qui est lié à l'histoire de France, puisque du fait de la présence du château de Monsieur, mais même de la maison Gondy précédemment, jusqu'à la fin du Second Empire et la destruction du château, bien évidemment, Saint-Cloud a été complètement lié à l'histoire de France. Et donc il y a beaucoup de choses à raconter. Et dans un premier temps, avant de vraiment mobiliser sur le château, j'ai beaucoup essayé de parler des habitants de Saint-Cloud, des habitants célèbres de Saint-Cloud, des peintres de Saint-Cloud. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur les petits maîtres du 19e siècle qui s'étaient installés à Saint-Cloud. Ils étaient nombreux. C'était un vrai foyer artistique puisque Saint-Cloud a été une des premières villes desservies par le train sur la ligne de chemin de fer Paris-Versailles. Et donc c'était très facile de se rendre à Saint-Cloud. Beaucoup d'artistes ont choisi Saint-Cloud pour y résider. Ici, vous avez complètement sur le côté un tableau de Gaston Latouche, La pêche miraculeuse. Ça fait partie de ces petits artistes qui étaient oubliés et qui, par l'intermédiaire d'expositions, d'une exposition au musée des Invalides, ont été redécouverts. Je parle également de Dantan, de Duval-le-Camus. Enfin, on a fait un travail de fond extrêmement important sur nos artistes, des Dubuff, peut-être que vous avez entendu parler de ces différentes expositions. Et ça a beaucoup marqué sur l'identité du musée. Je m'attache vraiment à faire des expositions liées à la thématique de Saint-Cloud, ce qui veut dire que toutes les expositions que je propose, ce sont des expositions que l'on conçoit intellectuellement. Vous voyez, je ne peux pas me permettre d'aller chercher des expositions conçues par d'autres musées, puisque le but, c'est vraiment de les rattacher à notre patrimoine. Autre grande thématique que l'on développe dans le musée, c'est les peintres qui ont représenté Saint-Cloud. Et ils ont été extrêmement nombreux, puisque Saint-Cloud était un lieu particulièrement prisé. La boucle de la Seine a été beaucoup peinte. Je vous ai mis un tableau de Brune, mais on en a énormément. On a un Constant Troyon, on a Sarrazin de Belmont. Voilà, j'essaye vraiment d'augmenter très fortement cette collection autour des peintres et également les peintres qui ont peint le parc de Saint-Cloud, qui est sans doute une de mes prochaines expositions. Je voudrais travailler cette thématique. Et puis au centre, parce que c'est quand même le sujet qui nous rejoint, on a la chance d'avoir une très belle collection de porcelaine de Saint-Cloud que je vais vous détailler plus particulièrement, puisque à Saint-Cloud, une manufacture s'est installée en 1660 sur les bords de Seine, manufacture soutenue par Monsieur, frère du roi Louis XIV, juste à côté, manufacture qui va produire à la fois de la faïence et de la porcelaine tendre, mais nous en reparlerons. Alors, depuis 2014, mes attributions ont augmenté. Je suis désormais directeur du patrimoine. Je gère à la fois le musée des Invalides, mais en fait, c'était très vertueux parce qu'en faisant reprendre conscience aux maires, parce que vous savez qu'en tant que directeur d'établissement, on travaille beaucoup avec ses élus, donc avec le maire, l'adjointe à la culture, j'ai essayé de vraiment montrer au maire et à son adjointe l'importance du patrimoine à Saint-Cloud. Et non seulement dans le musée, mais également dans la ville. La ville a une particularité, c'est qu'elle a été complètement détruite en 1871. Ça ne se sait pas forcément. C'est ce que Théophile Gautier appelait le Pompéi de Saint-Cloud. La ville a été détruite par représailles de la fameuse bataille de Buzenval-Montretout, qui est une tentative des Français pour casser le siège donc contre les Prussiens. Bataille qui a été un échec pour la France, puisqu'après c'est l'armistice. Mais néanmoins, les Prussiens se sont vengés sur Saint-Cloud et ont brûlé l'ensemble de la ville. Il ne restait que 23 maisons. C'est tout à fait impressionnant. Vous verrez dans le musée, il y a des photographies qui présentent cet aspect-là. Et donc, il reste assez peu de patrimoine ancien à Saint-Cloud. D'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que le château lui-même a brûlé. Le château qui est le domaine national, donc qui n'est pas sous mon autorité, même si je travaille très régulièrement avec le domaine national de Saint-Cloud. Mais le château lui-même est incendié par un obus français tiré du Mont Valérien qui devait atteindre une batterie prussienne et qui en réalité tombait dans la chambre de l'empereur et qui a mis feu au château. C'était en octobre 1870. Donc on est quand même une ville meurtrie, hein, vraiment, que ce soit par le château ou que ce soit par la ville, mais néanmoins les clodoaldiens, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Saint-Cloud, ont eu beaucoup d'énergie pour reconstruire leur ville et se sont attachés à donner cet aspect de villégiature. D'où ce musée de villégiature qui correspond parfaitement à l'histoire de la ville. Et donc on organise beaucoup de visites patrimoniales dans la ville et on a créé des flâneries, c'est un petit clin d'œil à Baudelaire, des flâneries dans la ville qui ont beaucoup de succès, des parcours à la fois dans le parc et dans les grands quartiers de la ville. Et j'espère, mais j'ai le sentiment que depuis un certain nombre d'années, les clodoaldiens ne considèrent plus Saint-Cloud que simplement comme ville où il fait bon vivre pour y dormir, pour y voir ses amis, mais comme ayant un véritable patrimoine à découvrir. Et c'est aussi le rôle de notre musée. Alors, dans ce cadre-là, j'ai eu une commande très précise du maire en 2017 de créer un livre qui s'appelle Du côté de Saint-Cloud,
Vous voyez la petite référence à Proust, voilà, du côté de Saint-Cloud, et qui illustre à partir des œuvres du musée. Et ça montre bien l'importance que le maire accorde aux œuvres du musée. On n'est pas allé chercher les grands tableaux, un grand portrait de Marie-Antoinette par Vigée Lebrun, mais on a présenté une gravure d'après Vigée Lebrun qui était dans nos collections, vous voyez, pour vous expliquer un peu le mode de fonctionnement, et qui raconte l'ensemble de Saint-Cloud, à la fois d'un point de vue chronologique et à la fois par de grandes thématiques que vous pouvez acquérir, qui est toujours à l'entrée du musée et qui marche très bien et qui a permis d'asseoir également le propos scientifique du musée. L'autre chose, c'est que donc je dirige le musée, le patrimoine culturel et les archives municipales. Les archives municipales, c'est très important. Monsieur Dragesco vous racontera combien on trouve des trésors dans les archives. En fait, d'avoir le lien entre les archives et le musée est fondamental. Et très souvent, on a trouvé des documents dans les archives qui nous permettaient d'éclairer des œuvres du musée ou vice-versa. Et donc, cette transversalité, ce pôle patrimoine est très riche. Et la prise de conscience a été également de restaurer les œuvres, non seulement qui se trouvaient dans le musée, mais également qui se trouvaient dans les bâtiments de la ville, en particulier dans l'église Saint-Clodoald. Cette église Saint-Clodoald, quand vous arrivez à Saint-Cloud, j'espère que je vais vous donner envie d'aller à Saint-Cloud, c'est l'église que l'on aperçoit avec son haut clocher. Et en fait, cette église, miraculeusement, elle n'a pas été brûlée en 1871. Pourquoi? C'est en fait, cette église, elle avait été bénie par Napoléon III, construite dans un style néo-gothique, donc toute récente, en 1871, et M. Barbier, qui était en quelque sorte le sacristain et qui avait pour rôle de garder l'église, lorsqu'il a vu les Prussiens s'approcher de l'église, il s'est mis à genoux devant le major Jacobi, qui était un Polonais, qui commandait l'armée prussienne, en demandant à ce que l'église soit préservée du fait qu'elle était toute récente. Et le major Jacobi a été touché par sa foi et a demandé à ce que l'église soit préservée de fait de la maison dans laquelle vivait M. Barba. Et donc cette église existe toujours. Et pour nous, cette église, elle a de nombreux trésors, et en particulier ce magnifique tableau du Christ en croix par Michel Dumas, qui est un peintre du 19e siècle, pas forcément très connu, mais vous avez bien compris que c'est un peu mon domaine, ces petits maîtres à essayer de faire connaître, et qui est un peintre lyonnais, mais qui a vraiment un tableau extraordinaire de très très grand format, et que l'on a fait restaurer grâce à la sauvegarde de l'art français. Donc également une partie de mon travail qui est extrêmement important, c'est les partenariats, c'est de se faire connaître et trouver des personnes pour nous aider à restaurer. Ici, c'était la sauvegarde de l'art français, donc le tableau est restauré. Et puis notre autre grand projet qui vient de se terminer, on est au dernier étage des échafaudages, on est en train de retirer tous les échafaudages. On a fait un travail considérable de restauration du chœur de l'église Saint-Clodoald, dont vous apercevez la photographie avant restauration, et qui a été peint par Jules-Alexandre Duval-le-Camus, peintre également du 19e siècle. Lorsque j'avais fait l'exposition sur les Duval-le-Camus père et fils, Bruno Foucart, le regretté Bruno Foucart, était venu et je lui avais fait découvrir ce décor dans l'église Saint-Clodoald. Il avait été impressionné par la qualité du décor. Il m'a dit: Emmanuel, il faut restaurer ce décor, il faut garder ce décor du 19e siècle, tout à fait exceptionnel, qui est, pour ce qui concerne la voûte étoilée que vous apercevez, vous voyez, en cours de restauration, du peintre Denuel. Or, peut-être que vous êtes allé à Saint-Germain-des-Prés il n'y a pas très longtemps. Saint-Germain-des-Prés a été complètement restauré, c'est tout un décor 19e siècle, et qui est de l'ornementiste Denuel, comme à Saint-Cloud. Sauf que de nombreuses peintures, si ma mémoire est bonne, sont de Flandrin, alors que nous, c'est Jules-Alexandre Duval-le-Camus qui est beaucoup moins connu pour l'ensemble des 5 toiles, vous voyez, et des symboles des évangélistes. Toutefois, on a pu mener ce projet. L'église étant inscrite, évidemment, on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France. On a lancé une souscription avec la Fondation du patrimoine qui court toujours. Si vous voulez nous aider, c'est toujours possible. Et on est très heureux parce que ça permet de valoriser le patrimoine de Saint-Cloud. Donc vous voyez, finalement, notre petit musée des Yvelines, il rayonne beaucoup plus largement puisqu'il s'attache à vraiment essayer de rayonner sur l'ensemble de la ville. Voilà un petit peu. Alors, pour la fréquentation, pour le musée, ça reste très modeste, mais pour nous, c'est déjà beaucoup. C'est autour de 20 000 visiteurs par an. On a eu des expositions phares. Il faut reconnaître que nos collections, même si elles sont extrêmement agréables, ne font pas revenir les visiteurs plusieurs fois. Voilà, une fois qu'on a vu les collections, on ne revient pas forcément. Et donc le rôle des expositions temporaires est tout à fait fondamental. Et donc je vous ai cité 3 grandes expositions pour vous montrer un peu des thématiques extrêmement différentes. On a fait une exposition en 2015-2016 sur Verhaeren, qui a vécu à Saint-Cloud pendant 16 ans, de 1900 à 1916, et il s'était installé à Saint-Cloud justement parce qu'il y trouvait le calme. Il avait quitté le brouhaha parisien pour pouvoir être au calme à Saint-Cloud, dans la rue dite rue Verhaeren aujourd'hui.
sur demande du maire, mais en fait c'est un sujet qui m'a beaucoup amusé. On a fait une exposition sur Lino Ventura qui a également vécu près de 30 ans à Saint-Cloud, dans le parc de Montretout. Et puis la dernière exposition dont vous avez peut-être entendu parler, donc là c'est des expositions où on a eu beaucoup de visiteurs, c'est les derniers feux du Palais de Saint-Cloud qui étaient réalisés en partenariat avec le Mobilier National et qui là aussi nous a attiré beaucoup de visiteurs. Donc pour vous montrer qu'on peut à la fois faire des sujets sur des habitants de Saint-Cloud, sur des peintres, sur des artistes ou sur le château, évidemment le palais qui reste une grande thématique pour nous. C'est sur quoi je voudrais aussi insister, c'est que le musée est gratuit. Et ça, c'est une volonté politique qui existait déjà avant que j'arrive. Hein. C'est pas quelque chose que moi j'ai demandé ou défendu, c'est d'autant plus confortable quand ça existait déjà. Mais qui a été revendiqué à nouveau par le maire. En fait, c'est le même maire hein, qui est, depuis que je suis arrivée, c'est toujours le même maire qui s'appelle Éric Berdoati, qui est très sensible à l'importance de son musée et qui considère que c'est une chance pour tous de pouvoir se rendre dans le musée et tient beaucoup à cette gratuité et qui n'est pas qu'une gratuité clodoaldienne, qui est vraiment une gratuité pour tous. Et le principe est poussé assez loin puisqu'on est gratuit également sur les expositions temporaires. On aurait pu imaginer un billet pour les expositions temporaires, mais en fait quand vous viendrez, et je vous parlerai de ma prochaine exposition sur la Palatine, et j'espère que ça vous donnera envie de venir, vous verrez, et M. Dragesco connaît bien, et ceux qui connaissent, en fait tout est autour de la rotonde. Et s'il fallait mettre des portiques, ça serait d'abord esthétiquement pas très joli, et s'il me fallait du personnel pour vérifier chaque entrée, ça me coûterait presque plus cher en personnel qu'en entrée du musée. Voilà, donc de toute manière, ce choix de gratuité est aussi un choix pratique. On fait une politique de médiation extrêmement dynamique, beaucoup de conférences, de concerts, il y a quasiment tous les samedis quelque chose qui se passe au musée. Voilà. Et on est ouvert du mercredi au samedi, le dimanche de 14h à 18h. On est fermé les jours fériés, donc ça c'est quand même une particularité. Je l'ai défendu, c'était pas le cas au début pour mon équipe, on était ouvert les jours fériés, mais je trouve que qui veut aller loin ménage sa monture et que déjà de les faire travailler du mercredi au dimanche, voilà, et de leur permettre au moins sur les jours fériés d'être auprès de leur famille, sachant que nous, notre public clodoaldien, souvent les jours fériés restent en famille. Vous voyez, on n'a pas l'impact du touriste étranger comme on peut l'avoir à Paris, et donc on maintient les jours fériés, et je maintiens une semaine entre Noël et le 1er janvier, même en plein temps d'exposition temporaire, parce que je considère que tout le monde a besoin de se ressourcer et de retrouver sa famille à ce moment-là. Et le mois d'août, on est fermé, contrairement aux stations balnéaires où c'est le moment où ça bat son plein. Au mois d'août, à Saint-Cloud, il n'y a presque plus personne, on peut être fermé sans problème. Alors là, je vous montre une inauguration parce que c'est un petit clin d'œil qui était mon petit quart d'heure de célébrité entre guillemets, parce que pour l'exposition Lino Ventura, le parrain était Jean Dujardin, donc évidemment on a eu beaucoup de monde à cette inauguration, non pas pour Lino Ventura ni pour nous, mais parce que Jean Dujardin était là et voilà, avait attiré beaucoup de monde. Je vous montre cette photo parce que c'est un petit peu avec nostalgie, puisque là, pour notre prochaine exposition sur la Palatine, nous ne faisons pas d'inauguration pour raison de crise sanitaire. Donc, on va envoyer un carton d'annonce de l'ouverture de l'exposition et on fera une visite privée pour les prêteurs, les personnes qui ont écrit dans le catalogue, voilà, les partenaires, mais on ne fera pas d'inauguration. C'est la première fois depuis que je suis au musée qu'on ne fait pas d'inauguration. Voilà. Qui est un moment fort pour nous, hein, parce que ça nous permet vraiment de faire connaître. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais peut-être un peu vite. Oui. Très belle exposition sur la porcelaine. Oui. Vous ne parlez pas. Je vais en parler parce qu'en fait, oui. Combien de personnes? Alors, autour un peu plus de 10 000 visiteurs. Oui, on était très contents. Non, ça. Mais justement, comme après, je fais vraiment une section sur la, voilà. Un tout petit mot sur la rotonde qui est quand même très importante, puisque dans la rotonde, nous avons fait le choix d'installer un restaurant salon de thé, et ça aussi, ça participe beaucoup au bien-être dans le musée. Vous avez bien compris que finalement, pour moi, j'espère que le musée est un lieu de ressourcement. Donc on vient à la fois pour apprendre, pour découvrir des œuvres d'art, mais aussi pour se retrouver et aussi pour se poser dans ce lieu quand même assez magique, hein, cette rotonde. Et donc on a un prestataire, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué parce que vous avez vu nos horaires d'ouverture qui sont quand même assez limités. On ne peut pas organiser de dîner, donc c'est de midi à 18h. Alors désormais on fait un brunch tous les dimanches à partir de midi, donc j'ouvre le musée à partir de midi, mais que l'espace rotonde, l'espace vraiment des collections n'ouvre qu'à partir de 14h, mais pour permettre aux prestataires d'avoir un chiffre d'affaires suffisant pour rester.
et c'est une convention d'occupation précaire du sol, donc on a passé voilà, une sorte de marché, et donc on n'intervient pas du tout sur le chiffre d'affaires du prestataire. En revanche, on s'est engagé à un certain nombre de prestations, dont les cocktails, qui sont bien difficiles pour cette année, pour essayer de soutenir son activité. Mais toute la difficulté, c'est que nous, on est dans un espace gratuit, où j'ai pas du tout une demande de chiffres de la part de la mairie, hein, très nettement, c'est pas le moteur premier. Ce qu'on me demande, c'est une qualité scientifique, une qualité d'accueil, une qualité de proximité, que le dimanche, les personnes isolées de Saint-Cloud savent qu'elles peuvent se retrouver, qu'il se passera forcément quelque chose, des visites guidées. Mais le restaurant Salon Thé, ils ont besoin de rentabilité. Et donc parfois, voilà, il faut qu'on s'accorde bien. On fait des petits déjeuners d'entreprise, on fait un certain nombre d'événements pour permettre aux deux de coexister. Je considère que c'est une très grande chance de les avoir auprès de nous. Ça se passe très bien. Et notre espace dédié aux collections permanentes et aux expositions temporaires, vous voyez, c'est pas immense, hein, 425 mètres carrés. Donc on est quand même assez contraint dans nos espaces. Alors le point faible du musée, c'est son entrée, sa boutique qui est assez limitée. Et en fait, de boutique, en réalité, on vend les catalogues, les cartes postales. Je vous ai amené le fameux catalogue de Tendre Porcelaine dont je vais vous parler. Voilà. Et ces catalogues, c'est extrêmement important pour nous parce qu'on fait une collection de catalogues. Vous pouvez le voir hein, sur la photographie. Tous les catalogues ont le même format. Et tous les catalogues sont publiés par la ville de Saint-Cloud. Et en plus, dans les catalogues, comme dans celui-ci où vous avez écrit, M. Dragesco, tous les auteurs très gentiment acceptent d'écrire gratuitement pour nous permettre de publier ces catalogues à un coût tout à fait accessible et tenant compte de nos budgets. Alors, je n'ai pas parlé de nos budgets, mais peut-être que c'est important. Je suis extrêmement transparente. J'ai pas des très gros budgets. Hein. J'ai un budget de fonctionnement autour de 60 000 € par an. Donc, vous voyez, c'est quand même très limité pour faire 2 expositions, sans compter évidemment les charges salariales. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas sur mon budget, comme la communication, fêtes et cérémonies, tout ce qui est cocktail. Vous voyez, il y a des choses qui sont hors de mon budget, mais néanmoins, ce sont des budgets extrêmement contraints. Donc, c'est toujours une difficulté. J'ai un budget investissement un peu plus confortable, mais qui reste quand même très limité, de 50 000 €. Vous voyez, donc ça reste quand même des budgets. Voilà, j'ai parfois le sentiment qu'on fait des petits miracles avec nos budgets assez limités et qui sont beaucoup liés avec beaucoup de bonne volonté. Et je vous montrerai des photos de l'exposition sur la porcelaine tendre. Par exemple, on ne fait jamais appel à des scénographes, c'est hors de mon budget. Donc on réinvente nous-mêmes toujours une mise en scène de nos espaces. Voilà. Pour nous, le rôle de l'enfant est fondamental. La médiation est vraiment au cœur du musée et on a créé un espace juste à côté de l'accueil qui est l'atelier des enfants, qu'on a appelé l'atelier Jean Kies. Pour ceux qui connaissent, c'est un graveur assez important du XXe siècle qui habitait Saint-Cloud et qui nous a fait une donation très importante. Et donc en hommage, on a voulu appeler cet atelier de son nom. Et le travail avec les scolaires ou avec les enfants en individuel, j'ai 2 médiatrices. C'est vrai que je n'ai pas vraiment présenté l'équipe, mais j'ai quand même une équipe de 14 personnes. Donc en personnel, c'est relativement important pour la taille du musée, et dont 2 médiatrices qui s'occupent totalement de l'accueil des enfants, mais également des adultes. Et je crois que c'est une des forces du musée. La réserve, parce qu'on montre rarement la réserve, mais nous avons une jolie réserve en sous-sol, puisque le musée a un sous-sol et qui est bien aménagé, qui est extrêmement fonctionnel, vous voyez, avec des grilles, et puis il y a d'autres espaces voilà, pour y mettre par exemple la porcelaine, pour y mettre les gravures. On a des différents espaces, des meubles à plans, mais voilà, mais qui fonctionnent bien, donc de ce côté-là c'est important. Et puis avant de rentrer sur notre collection de porcelaine, quelques vues un peu du musée. Ici, vous êtes dans la salle dite Histoire de la ville au rez-de-chaussée. Donc vous voyez, ce sont des espaces assez lumineux. Et vous voyez des artistes, Claude Adlien en particulier, un très joli tableau au premier plan d'Édouard Dantan qui représente son père. Donc Dantan est né dans son atelier. Édouard Dantan fait partie des peintres que j'aime beaucoup, qui sont importants dans nos collections et qui ont pris beaucoup de valeur sur le marché de l'art, ce qui nous complique un peu la vie, parce qu'on a plus de mal maintenant à en acquérir, mais qui est vraiment un très très joli peintre. Et puis sur la Simès, tout au bout, vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est un peu jaune, je suis désolée, mais des très jolies peintures de Pierre Duval-le-Camus, également un charmant peintre. Et au premier plan, un buste de Verhaeren dont on a parlé, voilà, pour vous donner un peu des idées. Notre Joconde, entre guillemets, mais c'est très, très modeste, c'est ce fameux tableau d'Édouard Dantan qui représente la gare de Saint-Cloud et qui évoque
évoque vraiment tout le dynamisme de ce 19e siècle et ce cadrage très photographique. Hein, vous voyez avec au premier plan ce panneau de signalisation qui est un tableau qui nous est très souvent demandé en prêt, voilà, qui fait partie des beaux tableaux de notre collection. Et je dois vous dire un petit mot sur cette fameuse salle que l'on dit salle Voisard. En fait, c'est la seule pièce qui a gardé son décor d'origine. C'était l'ancienne salle à manger du docteur Brunet. Et donc, vous voyez, en particulier, on a un très joli parquet marqueté, des moulures au plafond. Et dans cette pièce où nous organisons, comme vous ici, les rencontres, on fait beaucoup de conférences, de concerts, beaucoup de musique de chambre. Voilà, ça se passe dans ce salon extrêmement agréable. Et dans ce salon, nous avons réuni une collection importante qui est la donation Charles Houlmont. Vous connaissez peut-être Charles Houlmont, qui était un grand mécène, un homme vraiment amoureux de l'art, qui vivait à Saint-Cloud et surtout qui s'était passionné pour l'œuvre d'Eugène Carrière. Et donc on a une collection tout à fait exceptionnelle de tableaux d'Eugène Carrière. Après Orsay et le Petit Palais, on fait partie des belles collections de référence et surtout on a Le Baiser du soir, qui est un tableau important d'Eugène Carrière. Voilà. Et donc là, ce n'est pas un artiste clodoaldien, Eugène Carrière, même s'il est venu plusieurs fois à Saint-Cloud, parce qu'il était très proche d'Émile Verhaeren, donc il venait voir Émile Verhaeren. Mais cette donation est liée à un habitant de Saint-Cloud. Voilà. Et puis évidemment, on a des espaces qui évoquent l'histoire du château de Saint-Cloud, c'est quand même extrêmement important. Et en particulier au centre, une maquette qui permet de visualiser cet ancien château, donc détruit. Et puis un certain nombre d'objets, du mobilier, des peintures, des gravures. Voilà, un espace qui fonctionne bien. Mais vous remarquerez que je l'ai mis au premier étage parce que j'ai vraiment voulu que notre musée raconte d'abord l'histoire de la ville et après l'histoire du château. Mais notre identité première, c'est raconter l'histoire de la ville. Pour la petite anecdote, lorsque j'ai été nommée à la tête du musée, on s'appelait le musée municipal de Saint-Cloud. C'était pas très fun. Et donc on disait le musée de Saint-Cloud. Et les gens appelaient et disaient comment on peut faire pour venir voir votre musée. Et ils confondaient toujours avec le musée du domaine national de Saint-Cloud, le musée du parc historique. Et donc je me suis rendu compte qu'on n'était pas identifiés, nous, comme musée de ville. Et c'est pour ça que je l'ai fait appeler musée des Avelines, qui peut-être est un terme qui vous a un peu interpellé. Les Avelines sont des grands noisetiers. Dans le jardin des Avelines, il y a des grands noisetiers depuis très longtemps. Et donc c'était reconnu par les habitants le jardin des Avelines. Et donc moi j'ai pris musée des Avelines pour l'ancrer dans son territoire. Et ce qui crée un aspect un petit peu poétique. Les gens se demandent qu'est-ce qui se cache derrière le musée des Avelines. Et voilà, entraîne un peu de curiosité. Et parmi d'autres tableaux que l'on a, on a ce grand tableau d'Eugène Fichel, donc c'est un peintre du 19e siècle, mais qui représente la foire de Saint-Cloud au 18e siècle. Donc on a quand même beaucoup de tableaux qui évoquent le parc de Saint-Cloud, hein, très nettement. On est vraiment, nos collections se partagent de manière assez égale entre la partie qui évoque le château et la partie qui évoque la ville. Et ça, c'était un tableau qui nous a été donné par une vieille dame qui habitait dans la région de Lille et qui avait donc ce tableau qui est un cadre monumental, vraiment c'est une œuvre somptueuse, et qui avait tapé musée de Saint-Cloud, et c'était non, parce que comme c'était la foire de Saint-Cloud, c'est dit mais il faut que je le donne au musée de Saint-Cloud. Et donc elle avait décidé de nous le donner alors qu'elle n'avait jamais vu le musée, mais elle avait un neveu qui habitait Saint-Cloud, qui est venu voir le musée, qui a dit mais oui, c'est intéressant. Et donc vous voyez, quand on a une identité très précise, ben, ça attire des dons aussi, et ça c'est important. Et ce matin encore, un monsieur m'a apporté une petite revue sur le prix de Saint-Cloud, qui était une course automobile en 1946, parce que voilà, il s'est dit ça c'est Saint-Cloud, et ben c'est le musée des Avelines, et ça a beaucoup de sens. On aimerait bien que ce soit la même chose pour la porcelaine de Saint-Cloud, mais on ne peut pas tout, parce qu'il y a aussi de très belles collections au musée des arts décoratifs, en particulier à Sèvres, mais en tout cas on est bien identifié comme racontant Saint-Cloud. Voilà. Alors, notre collection de porcelaine tendre de Saint-Cloud. Donc ici, vous avez la présentation de l'espace, qui est juste avant l'espace sur l'histoire du château. Ça a du sens puisque la porcelaine de Saint-Cloud, la manufacture de Saint-Cloud, elle s'installe sur les bords de la Seine, parce qu'il y a ce soutien de monsieur frère du roi, Louis XIV. Monsieur a acquis le château de Saint-Cloud en 1858. C'est en fait son frère, hein, le roi Louis XIV, qui lui a acheté. Et très rapidement, monsieur était un homme qui avait beaucoup de coups, qui était très mécène. C'est lui qui a fait venir Mignard, qui a fait peindre la galerie d'Apollon, voilà, qui était vraiment un homme. Et il s'est beaucoup intéressé au travail de la porcelaine de Saint-Cloud, même si c'est pas comme à Vincennes, transféré à Sèvres, où là il y avait vraiment un privilège royal extrêmement fort, mais il y avait néanmoins un intérêt de monsieur, et bien évidemment ça a favorisé la manufacture de Saint-Cloud. L'autre chose, c'était la proximité de la Seine, qui était évidemment permettait de transporter facilement les matériaux. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la manufacture
manufacture de Saint-Cloud. Elle a été détruite il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, dans les années 1970, lorsqu'il y a eu la création du pont, du tunnel sous Saint-Cloud, vous voyez, et des bureaux de la colline. C'est tout à fait dans ce bas de Saint-Cloud, pas très loin de la station de tramway. Et Antoinette Féhalé raconte qu'elle s'était rendue sur place, elle venait d'être nommée à Sèvres, et que malheureusement, il n'y avait déjà plus rien, tout avait été emmené par les grues. Donc malheureusement, nous, dans nos collections, nous n'avons rien d'archéologique, et c'est extrêmement dommage. Voilà, ça, à l'époque, ça n'a pas du tout été conservé, alors que le musée existait déjà, puisque l'inventaire le plus ancien du musée, il date de 1933. Donc vous voyez, on a quand même des collections assez anciennes, sauf que véritablement, l'installation dans la Maison Brunet date de 1988. Et avant, c'était dans des salles municipales, sous la piscine, enfin bref, ça bougeait comme tous ces petits musées municipaux. Et donc, il n'y avait pas eu de prise de conscience de l'importance d'essayer de conserver l'histoire de ce lieu. Lorsque j'ai été nommée à la tête du musée en 2007, je me suis dit, je venais du domaine de Sceaux. Au domaine de Sceaux, il y a une très jolie collection aussi de céramique et de porcelaine. Et je m'étais dit, il faut absolument que je trouve une solution pour que le public admire notre collection, parce qu'en réalité, elle était présentée dans des vitrines les unes à côté des autres, mais personne ne regardait réellement cette porcelaine. Et donc j'ai eu l'idée de faire ce que vous apercevez un petit peu sur le côté, mais peut-être vous ne vous rendez pas trop compte. Mais là, il ne faut pas venir ce week-end parce qu'il n'y a quasiment plus rien dans les boîtes, puisque quasiment tout est ici, ou en tout cas une grande partie des œuvres sont ici. Mais en tout cas, on a fait des boîtes et on a fait un miroir à l'arrière qui permet d'identifier chacune des objets, comme si chaque objet était extrêmement précieux. Et vous savez que la particularité des porcelaines de Saint-Cloud, c'est leur petitesse. Sans kaolin, on va en reparler, on n'a pas de grande forme, et donc de les identifier chacune dans une petite boîte, leur donner toute leur importance. Et finalement, c'est ce que vous avez fait, vous aussi, dans le parcours de la céramique, en les mettant sous des capots et en leur donnant cette espèce d'unicité extrêmement flatteuse pour les pièces. Alors, la manufacture de Saint-Cloud, donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'après, M. Dragesco va re-raconter et va vraiment vous initier au secret de la porcelaine de Saint-Cloud. Moi, je vais plutôt vous montrer des pièces, un peu pour vous montrer la variété de nos collections. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'installe sur les bords de Seine à partir de 1666. Et en fait, à Saint-Cloud, on va trouver le secret d'une pâte de porcelaine sans kaolin, qui va par la suite prendre le nom de porcelaine tendre, secret qui avait déjà été découvert à Rouen par les Potteras. Donc on s'inscrit dans une histoire, mais qui avait été produite en très faible quantité, alors qu'à Saint-Cloud, ça va être une production beaucoup plus importante. Il faut savoir qu'à Saint-Cloud, on faisait à la fois de la porcelaine et de la faïence. La faïence est beaucoup moins connue à Saint-Cloud, il y aurait sûrement une exposition à faire sur la faïence de Saint-Cloud. Et la cour du Roi Soleil est complètement conquise par les objets de Saint-Cloud qui vont faire leur entrée sur les tables royales. Et en particulier, je vous montrerai plusieurs modèles. Mais la tasse trembleuse va peut-être être un must des tables royales. Par contre, il va y avoir très peu de plâterie. Les assiettes, les plats resteront en faïence ou seront en orfèvrerie. Alors, peut-être parce que la porcelaine tendre, du fait de sa couverte, était très rayable à l'acier. Donc, est-ce que ça peut expliquer qu'il n'y avait pas de plat? Et de plus, l'absence de kaolin faisait que les pièces s'affaissaient assez facilement. Donc, on ne pouvait pas faire de pièces de grande dimension. Et donc, on n'est pas du tout riche en assiettes, comme on pouvait le voir sur d'autres manufactures. Il n'y en a pas. Par contre, on a beaucoup d'objets pour la toilette, des pots à fard, on en montrera également tout ce qu'on appelle la bibloterie, les pommes de canne, les petites boîtes, voilà. Et donc il y a deux grandes familles, la famille Chicano puis la famille Trou, en fait c'était des familles alliées, et qui vont vraiment donner beaucoup d'importance à cette production de porcelaine tendre. Alors la recette, je ne vous la dis pas parce que M. Dragesco en parlera, et vous verrez qu'en fait il y a plusieurs pâtes à Saint-Cloud, et ça c'est assez intéressant parce que les pièces peuvent être de couleurs assez différentes. Donc la particularité, c'est cette absence de kaolin. Et vous savez qu'à Saint-Thiriax, près de Limoges, on trouve du kaolin en 1756, c'est ça 1768. Et, ah oui, donc, vous voyez, et nous, notre porcelaine de Saint-Cloud, elle ferme en 66, et donc jamais ne fera de la porcelaine dure. Et c'est peut-être aussi ce qui fait la richesse et la spécificité de notre porcelaine, c'est que ce n'est que de la porcelaine tendre, et donc ça fait un ensemble relativement homogène, voilà. Il y avait un certain nombre, il y avait deux marques principales. La marque au soleil, qui marque l'intérêt du roi Louis XIV, ce privilège royal qu'a reçu la porcelaine de Saint-Cloud, et la marque Saint-Cloud Trou à partir des années 1720.
Voilà, je crois que je les ai après les marques. Vous voyez, on voit la marque au soleil et la marque Saint-Cloud. Mais la position des marques n'était pas du tout systématique, donc on ne peut pas se fier que sur la marque pour pouvoir reconnaître une pièce de Saint-Cloud. Et donc, je ne rentre pas sur la technique parce que vous allez voir tout ça avec Monsieur Dragesco. En revanche, il y avait donc 3 grands décors que l'on va redétailler. C'était les décors en camailleux de bleu, les décors en camailleux de bleu, comme on découvre là, les décors en blanc, les blancs de Chine, et les décors en polychromie. Et donc, je vous propose de vous présenter un certain nombre de nos pièces et un tout petit peu de vous les commenter. Donc là, vous avez ces fameux décors en camailleux de bleu, et en particulier au premier plan, une tasse trembleuse. Donc ces fameuses tasses trembleuses qui ont eu tant de succès, qui on dit est une invention de la manufacture de Saint-Cloud. Le principe de ces tasses, là, vous voyez, c'est plutôt un gobelet. On dit aussi que l'anse a été inventé par la manufacture de Saint-Cloud, mais donc il y avait des tasses avec et sans anse. Et la particularité, c'est que la soucoupe a une petite galerie, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir sur la photographie, qui faisait que la tasse s'incrustait dans la soucoupe et donc la rendait stable, d'où peut-être ce terme de tasse trembleuse, voilà. Très joli ensemble. À Saint-Cloud, on s'est vraiment spécialisé dans ce qu'on appelait les cabarets, qui associaient la tasse à soucoupe, le pot à sucre et la théière. Et donc ici, vous voyez un ensemble tasse, soucoupe et pot à sucre. Dedans, c'est ce qu'on appelait du sucre cassé. En fait, c'était du sucre semoule, vous voyez, que l'on versait. Et alors, pourquoi ces tasses, ces théières, ces pots à sucre ont eu tant de succès? C'est parce qu'on est vraiment dans le développement du café, du thé, du chocolat, la découverte de ces boissons exotiques. Et il faut donc remplir une mission. Et à Saint-Cloud, on a vraiment produit de très nombreuses pièces autour de la boisson. Alors, autre pièce qui a été en tout cas produit en très grande quantité à Saint-Cloud, c'est les coquetiers. On en a un certain nombre d'exemplaires. Donc là, je suis toujours sur les décors en bleu, en camailleux de bleu. L'œuf à la coque était très à la mode. Aujourd'hui, on ne penserait pas forcément mettre un œuf à la coque quand on reçoit ses convives. Mais Louis XV était très fier de couper à la cuillère d'un seul coup son œuf à la coque. Et donc, voilà, ça faisait vraiment partie de l'art de la table, ces coquetiers. Et là, vous en avez de très jolis exemples. On en voit régulièrement. Vous avez dû en voir sûrement passer. 2 petits pots que j'aime beaucoup, qui sont ce qu'on appelle des pots à onguents, donc ils tiennent peut-être plus compte de l'apothicaire, vous voyez, que véritablement l'art de la toilette de type Alberello, et avec un décor un peu spécifique, puisque c'est un décor à la fleur de lys qui en fait un petit peu la particularité. Nous avons la chance d'avoir une paire, je crois qu'au musée des arts décoratifs, il y en a également. Alors, autre grande particularité de Saint-Cloud, ce sont les manches de couvert. Donc là, je vous ai montré des décors en bleu et blanc et des décors en blanc, mais il y en a également en polychrome. Là aussi, une production très importante de Saint-Cloud. Sachant que ceux que je vous ai mis là en décor bleu et blanc, c'est assez amusant parce que vous apercevez peut-être un petit personnage qui tient une canne. Et la canne, le pommeau de canne va être également une autre production très forte de la manufacture de Saint-Cloud. Alors, si le couteau est connu depuis l'époque médiévale, le roi Louis XIV se méfiait beaucoup de la fourchette. Et d'ailleurs, au départ, il avait dit à ses petits-fils de ne pas utiliser la fourchette, qui pouvait être dangereuse. Et lui portait à la main directement les aliments. Mais peu à peu, quand même, la fourchette va s'imposer. Et il faut imaginer que sur les tables, ça devait être tout à fait superbe, ces couteaux, ces manches de différentes couleurs. Voilà, ça devait apporter beaucoup de gaieté sur les tables. Donc là aussi, il y en a de multiples exemples. Je vous en ai choisi juste quelques-uns. Autre élément tout à fait caractéristique de l'art de la table, ce sont les rafraîchissoirs. Donc là, je vous ai mis 2 ensembles en blanc. Donc vous avez vu les décors en camailleux à partir de l'oxyde de cobalt, mais il y avait également beaucoup de décors en blanc, rappelant les blancs de Chine, et qui mettaient en valeur cette translucidité de la pâte. Donc cet or blanc, ce miracle de faire cuire une pâte blanche avec simplement une couverte plombifère.
Et là, vous avez donc un décor au rocher percé, donc tout à fait d'inspiration orientale. Et c'est assez intéressant parce que vous avez deux formats, vous remarquez, un grand format et un petit format. Le grand format, c'était pour les seaux à bouteilles, et le petit format pour les seaux à verre. Vous savez que l'usage à la table au XVIIe et encore au début du XVIIIe siècle, c'était on ne posait pas les verres devant les convives, et lorsque l'on avait soif, on appelait un serviteur qui apportait un verre, et ce verre devait toujours être frais, de même qu'on buvait le vin frais, glacé, et donc le vin était dans les rafraîchissoirs, et les verres, lorsqu'ils étaient utilisés, étaient replongés dans le rafraîchissoir avec de l'eau, rincés, et puis resservis, voilà, réapportés auprès d'un convive. Donc ce que je trouve aussi passionnant sur la porcelaine, en dehors de la qualité technique extraordinaire, la virtuosité de ces décors, c'est que ça nous parle d'un art de vivre, d'une manière de vivre qui, moi, me touche beaucoup. Et on a beaucoup réussi à faire rentrer le public dans la porcelaine aussi par ce biais-là, en expliquant à quoi servaient les différentes formes, les usages de ces formes. Parmi nos pièces maîtresses, ce très joli pot à phare en blanc dit à l'artichaut, très très jolie pièce. L'artichaut, c'est aussi une plante orientale qui a été découverte au XVIIe siècle. Dans l'album Fraisse, vous savez, les dessins chinois de l'album Fraisse, il y a une représentation d'un artichaut. Donc ça fait partie de nos très jolies pièces. Et devant, vous avez également un très joli pot à jus, avec une branche de chrysanthème, donc toujours cette inspiration chinoise. C'était pour les jus de viande, voilà, on avait fait des petites pièces tout à fait spécifiques. Ces décors, ces blancs de Chine sont quand même d'une qualité tout à fait remarquable. C'est peut-être ce qui a fait peut-être la plus grande célébrité de Saint-Cloud, en tout cas c'est extrêmement important pour la production de Saint-Cloud. Voilà. Et puis, il faut que je vous dise un petit mot sur les décors polychromes. Donc, on a, à Saint-Cloud, on ne savait faire que les couleurs de grand feu. Vous allez m'aider, l'oxyde de cobalt, le manganèse, l'oxyde de fer, l'antimoine, et puis je crois que j'en oublie un. Voilà, donc on n'avait que 5 couleurs, et on ne connaissait pas par exemple le pourpre de Cassius, on n'a pas découvert le secret du pourpre de Cassius, et donc on n'a jamais su faire les bouquets de fleurs comme ça sera fait ensuite à Mency. C'était une limite de Saint-Cloud, mais par contre avec ces couleurs de grand feu, on a quand même obtenu des décors polychromes d'une grâce très importante. Et ici vous avez des exemples de motifs que l'on retrouve beaucoup, toujours d'inspiration chinoise, d'inspiration kakémon et kakémon, et qui en fait reprennent ce qu'on appelle le bambou et la haie liée, voyez. Et c'était assez intéressant parce que je vous ai présenté sur 2 pièces totalement différentes un petit pot de toilette, et à Saint-Cloud on a beaucoup fait de ces petits pots de toilette dans lesquels on mettait des pommades, voilà, et une tasse, et avec exactement le même décor. Toujours pour vous parler de la polychromie, voilà 2 très jolis exemples de pots à sucre. Au premier plan, vous avez un pot à sucre, je trouve, d'une immense finesse, avec des imbrications en relief, et ces décors posés d'oiseaux un peu échassés, hein, vous voyez, sur le couvercle. Là encore, décor de grand feu, mais peut-être que la grâce de Saint-Cloud, c'est cette onctuosité de la pâte et ce sentiment que le décor se mêle à la pâte et crée quelque chose de très tendre, d'où tendre porcelaine. Voilà, il y a quelque chose, voilà, et que l'on ressent beaucoup sur ces pièces. Je suis désolée parce que sur mon écran, c'est tellement plus beau que ce que vous voyez là, où c'est un petit peu jaune, mais voilà, il faut imaginer que la pièce est extrêmement blanche, une très très jolie couleur. Et derrière, vous avez un pot à sucre à fond jaune. Ça aussi, c'était une particularité. En tout cas, c'était des pièces assez exceptionnelles à Saint-Cloud. Peut-être le jaune impérial de l'Empire chinois. On a quelques pièces à fond jaune. On aimerait bien en avoir plus. Mais voilà, ça fait partie un peu des fleurons de notre collection. Et puis tout ce qui est les petites boîtes, vous savez qu'à Saint-Cloud, on s'était énormément spécialisé dans ce qu'on appelait la bagatelle. La bagatelle, c'était toutes ces petites boîtes, et c'était également tout ce qui était pommeaux de canne, pommes d'ombrelle, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait de toutes ces petites boîtes? Donc, les femmes les glissaient dans leur poche, et dans ces petites boîtes, elles mettaient soit des bonbons, par exemple,
disons de l'anis, c'est un peu pour rattraper les haleines qui n'étaient pas toujours très bonnes, soit des mouches, vous savez, ces fameuses mouches, ces petits morceaux de tulle noire, soit ça pouvait servir également de tabatière. Et donc beaucoup de boîtes ont été conçues à Saint-Cloud, également à Paris, parce qu'il y avait une filière à Paris qui en a fait également un certain nombre. Et ces boîtes, soit elles pouvaient reprendre des formes de magots chinois, beaucoup en forme zoomorphe, vous avez là en forme de chien, toujours à fond jaune, vous voyez, avec ces décors chinois, et puis une boîte un petit peu exceptionnelle avec un décor en or, en relief et des émaux. Et M. Dragesco possède là actuellement une autre boîte ronde, tout à fait dans le même esprit et tout à fait exceptionnelle aussi. Ça fait partie des pièces un peu rares à Saint-Cloud, si on peut dire, en tout cas dans le domaine de ces petites boîtes. Voilà, tout à fait charmantes. Et puis les pommeaux de canne. Donc nous, on a une canne avec un jonc. Je me suis toujours demandé si c'était le jonc d'origine. J'ai jamais trop su, voilà, mais en tout cas le jonc est là. Et on a donc on a ce pommeau de canne qui a été réalisé à Saint-Cloud. C'était une spécificité vraiment de Saint-Cloud, ces pommeaux de canne. Ici, c'est en bec de corbin qui fait penser à un bec de corbeau, mais on pouvait avoir également en béquille. Enfin, il y avait toute une série de formes extrêmement variées et tout à fait amusantes. Et on peut imaginer, parce que finalement, ce qui est merveilleux dans la porcelaine, c'est de la regarder, mais c'est de la toucher aussi. Et combien ça devait être agréable d'avoir ce pommeau de canne en porcelaine, surtout quand il faisait très chaud. La canne étant l'accessoire indispensable pour tout homme au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc ça faisait vraiment partie d'un élément extrêmement important. Et on a également des petites pommes pour les ombrelles qui sont tout à fait charmantes. Donc ça aussi, c'était une très jolie production de la manufacture de Saint-Cloud. Voilà. Alors un petit mot sur notre fameuse exposition qu'on avait appelée Tendre porcelaine de Saint-Cloud, des formes et des usages au XVIIIe siècle, donc en 2016-2017, où on s'était attaché à montrer la richesse de la porcelaine de Saint-Cloud. Alors sur ce catalogue et sur cette exposition, à chaque fois j'essaye de réunir un petit peu les maîtres en la matière. Donc Antoinette Allais m'avait bien évidemment beaucoup soutenu sur cette exposition. Christine Lahaussoir, vous savez, qui est la grande spécialiste de la porcelaine tendre de Saint-Cloud, a travaillé pour monter cette exposition. Il m'a fallu quand même une année à peu près pour vraiment pouvoir la mettre en place. Bernard Dragesco a été d'une aide extrêmement précieuse et c'est là où vous avez publié votre fameux texte sur le secret de la porcelaine et que vous avez fait une conférence. Voilà. Antoine Dalbis également nous a aidés et en particulier il avait présenté une petite salière, c'était assez amusant, en porcelaine dure de Saint-Cloud. Mais ça n'existe pas en fait la porcelaine dure à Saint-Cloud, mais elle était bien en porcelaine dure avec la marque Saint-Cloud, mais en fait c'était sans doute une pièce qui avait été réalisée en Chine et qui était revenue ensuite à Saint-Cloud et réattribuée. Voilà, mais c'était assez amusant de voir ce travail de recherche de chimiste pour analyser les pâtes, parce que distinguer une porcelaine tendre d'une porcelaine dure à l'œil nu, c'est pas si simple que ça. Voilà. Florence Littin, et on en reparlera parce qu'on a parlé de la manufacture de Samson, et je vous raconterai pourquoi. Voilà. Et puis Gérard Mabille qui a beaucoup travaillé sur les formes et les usages, qui est vraiment... Donc j'étais très bien accompagnée pour cette exposition. Et donc on avait décidé de faire l'exposition par îlot. Une première pièce racontait vraiment les principaux décors, les marques, présenter des porcelaines de Chine qui étaient l'origine, puisque évidemment à Saint-Cloud, le projet c'était d'imiter la porcelaine qui arrivait de Chine et qui était elle en porcelaine dure avec le kaolin, mais on ne savait pas en France, on ne connaissait pas le kaolin, et d'avoir notre propre production. Mais donc on avait présenté quelques porcelaines de Chine et puis on avait présenté quelques faïences de Delft, puisque une des réponses pour imiter la porcelaine de Chine, c'était la faïence de Delft, mais c'était sous la forme de faïence, donc c'était complètement différent comme proposition. Et puis on avait mis en regard d'autres porcelaines tendres qui se sont développées au même moment, parce que le secret de Saint-Cloud n'est pas resté longtemps qu'à Saint-Cloud, et c'est diffusé à Vincennes, à Mency et à Chantilly, et donc on avait mis en regard également ces manufactures. Et là, vous voyez, je vous ai fait un gros plan sur un îlot qui était consacré à l'art de la boisson, puisque c'est quand même un élément extrêmement important. Et vous apercevez des tasses, des poissons, et vous voyez des petites théières, mais on va en reparler. Et vous voyez combien les théières étaient toutes petites. Toutes ces pièces sont tout à fait de format relativement restreint, et en fait peut-être toute la grâce également. Et donc finalement, on s'était dit qu'on allait jouer pour le coup sur la multitude ensemble en mélangeant les décors. Vous voyez, j'avais pas fait le choix de faire les bleus et blancs, les blancs et les polychromes, mais vraiment en reliant par forme, par destination. À l'arrière, c'était l'art de la table, voilà.
Et puis, on avait fait une section pour finir, et ça, comme je savais que M. Dragesco était là, c'était aussi pour lui rendre hommage, parce que vous aviez travaillé sur un texte très important sur la statuaire à Saint-Cloud, ce qui est un élément peu connu à Saint-Cloud. Il y a eu de la statuaire qui a été produite sur les vitrines du haut, plutôt de la statuaire d'inspiration orientale. Vous voyez un petit personnage chinois assis sous forme d'encrier, des statuettes montées, voilà, avec un côté plus théâtre, mais également de la statuaire d'inspiration occidentale, et c'est cela qui est intéressant avec la fameuse laitière qui est à la Cité de la Céramique, tout à fait sur le côté, là, d'après une sanguine de Watteau, et puis une statuaire animalière, vous voyez ces deux lapins, et il y a eu beaucoup d'autres formes animales, et puis M. Dragesco a choisi comme pièce dans nos collections pour mettre dans sa vitrine ce fameux petit enfant qui joue avec un chien, cet enfant nu près d'un vase, et pour le coup, le sculpteur était connu, il s'appelait Baller, si ma mémoire est bonne, 1757, et donc nous permet d'identifier exactement la date de création de l'œuvre, ce qui est extrêmement intéressant. Voilà, j'en ai presque terminé. Ce que je voulais vous dire, c'est que non seulement donc, on fait des acquisitions, on a un fonds historique, mais qu'on s'attache à faire une politique de dépôt, parce qu'il y a beaucoup de porcelaine tendre de Saint-Cloud dans les autres musées, et donc voilà. Et en particulier, les arts décoratifs ont été assez généreux avec nous. Après l'exposition sur tant de porcelaine de Saint-Cloud, ils nous ont déposé plusieurs pièces, dont cette pièce qui est une grande pièce de forme, c'est relativement rare à Saint-Cloud, ce pot à œil assez extraordinaire, mais qui vous avez l'impression est un peu de guingois. Je ne sais pas si vous en rendez compte sur la photo, parce que là, toujours, l'absence de kaolin faisait que les pièces s'affaissaient. C'est le cas un tout petit peu pour ce pot à œil, qui reprend la forme d'une marmite. Vous savez que l'œil, c'était un ragoût de viande qui avait été mis à la mode par Anne d'Autriche et surtout par Marie-Thérèse. Et donc, à la cour de Louis XIV, c'est un plat espagnol, ça avait beaucoup de notoriété. Donc, au départ, c'était des plats en orfèvrerie, mais qui ont été déclinés par la manufacture de Saint-Cloud en porcelaine. Mais à Saint-Cloud, il n'y avait pas de plateau, puisqu'on ne faisait pas de plâterie, alors que dans les formes en orfèvrerie, il y avait un plateau. Voilà, très très jolie pièce qu'on est ravis d'avoir en dépôt. Parmi les deux autres dépôts, s'il n'y avait pas de plâterie à Saint-Cloud, il y avait néanmoins des jattes, des petits compotiers ou des raviers. Ici, vous avez un ravissant ravier qui vient aussi de la Cité de la Céramique, mais là du musée Adrien Dubouché de Limoges, donc, et avec un très joli insecte peint au centre, voilà, et toute la finesse de cette porcelaine. Et puis, un petit mot également sur le musée des arts décoratifs qui nous a donc déposé ce très joli pot pourri. On n'en a pas beaucoup parlé, mais à Saint-Cloud, on a fait également beaucoup de vases et de pots pourris dans lequel on mettait des fleurs séchées, qui avaient vraiment cet usage de pot pourri, et d'une très jolie qualité. Si vous voyez ces fleurs rapportées, c'est vraiment extrêmement délicat. Et en fait, on l'avait mis en regard de cette pièce-là, et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous le présenter. C'est qu'il y a quelques années, en 2015, une dame est arrivée et m'a dit: ma mère vient de décéder et elle voulait absolument vous donner un Saint-Cloud pour Saint-Cloud, une porcelaine de Saint-Cloud pour Saint-Cloud. Et elle m'apporte ce pot pourri. Je trouve ce pot pourri très beau, mais je suis quand même un petit peu étonnée déjà par sa taille, sa monture, et puis je le regarde, voilà, et puis je le retourne et je vois qu'il y a la marque Saint-Cloud, Trou, et puis surtout il y a 2 S, et ça m'interpelle un peu cette marque 2 S. Je me rapproche de Christine Lahaussois qui dit 2 S c'est du Sanson, et en fait on a travaillé avec Florence Litine, et donc c'est bien une porcelaine peut-être dure, même si les Sansons possédaient le secret de la porcelaine tendre, qui date du XXe siècle, qui a été faite d'après le pot pourri du musée des arts décoratifs, qui était rentré au musée des arts décoratifs en 1937, et vous savez que la fabrique de Sanson s'inspirait de pièces qu'elle allait voir dans les musées ou de pièces qu'elle achetait, et donc c'était pour une table visiblement clodoalienne, pour avoir une porcelaine dite de Saint-Cloud, mais qui en fait était une porcelaine réalisée par Sanson d'après une porcelaine de Saint-Cloud. Et très gentiment, les arts décoratifs nous ont déposé en quelque sorte l'original et la copie, ce qui en fait quelque chose d'assez intéressant pour le public. Comme quoi, même au XXe siècle, on rêvait d'avoir un Sanson, ce qui n'était pas insignifiant, ça reste de la très belle qualité, mais c'est un Sanson.
Heureusement que je l'avais bien travaillé avant d'arriver en commission acquisition, ça aurait pu être délicat comme situation. Et puis alors, je voulais juste vous parler de la politique d'acquisition et de rendre hommage à vous, Monsieur Dragesco, et à Monsieur Béalieu aussi, parce que voilà, vous m'avez beaucoup aidé pour pouvoir acquérir des œuvres vraiment importantes pour nos collections. J'ai été nommée en 2007 à la tête du musée et en 2008, vous voyez l'inventaire 2008 3.1, donc ma 3e acquisition, j'ai proposé au maire de Saint-Cloud d'acheter une petite théière en porcelaine de Saint-Cloud. Et ça a quand même un certain prix. Et au début, le maire m'a dit « Mais Emmanuel, vous vous rendez compte, une petite pièce à un tel prix ?» Voilà. Et donc j'ai dû faire tout un travail pédagogique pour expliquer l'importance de cette production, l'unicité de ces pièces. Et vraiment, cette théière, c'est toute l'élégance du XVIIIe siècle qui est réunie, puisqu'à la fois on a une forme très orientale, vous retrouvez la fleur de prunus, voilà ce motif, mais vous avez cette anse très occidentale, donc c'est vraiment l'alliance de l'Orient et de l'Occident au XVIIIe. Forme parfaite, aucun défaut, j'ai pu l'acquérir et voilà, et c'est devenu un de nos fleurons et je crois qu'elle est présentée dans une des galeries, elle a été choisie, voilà. Et puis, il n'y a pas si longtemps, en 2017, on a réédité avec une autre théière, grâce à vous à nouveau, que j'avais vue à la Biennale, si je me souviens bien, qu'on avait présentée dans notre exposition sur Temps de porcelaine et que j'avais pu acquérir aussi. Et là, en décor en camailleux de bleu, très joli motif floraux, vous voyez, avec ce gaudronné aussi, et puis ce motif de dents de scie en bas et de zigzag au-dessus. Voilà, et vraiment dans un état parfait. Au musée des arts décoratifs, il en existe 2 exemplaires, mais sans couvercle. La nôtre est avec couvercle. Donc et en plus, nous avons la tasse exactement avec le même motif, donc toujours dans cette volonté de créer un cabaret. Voilà. Et puis pour finir, et là c'est un hommage à Julie et Christian Béalu et à l'association des Amis du Musée, parce que j'ai une association d'amis du musée extrêmement dynamique. Et d'ailleurs, si vous voulez venir nous rejoindre, vraiment vous êtes les bienvenus. Grâce à l'association des Amis du Musée et à un effort financier réel de vous et de votre papa, on a pu faire l'acquisition de ce seau à verre ou à topette, donc ce petit seau à réfléchisseur, avec un magnifique décor de figures chinoises et pagodes, toujours tiré de l'album de Fraisse, avec un travail extrêmement subtil sur la polychromie et qui est également présenté dans une galerie spécialisée autour des chinoiseries. Et donc c'est assez intéressant de voir comment l'œuvre répond. Et c'est ma dernière acquisition importante, elle date de 2019. Voilà. Et puis pour finir, juste un tout petit mot, notre grande exposition de l'année dernière, c'était sur les derniers feux du palais de Saint-Cloud. Et dans cette exposition, alors, on saute les siècles, on était au 19e siècle, mais on avait présenté néanmoins de très jolies vases de la manufacture de Sèvres. C'est assez amusant comme l'histoire se répète. Monsieur se rendait à la manufacture de Saint-Cloud, possédait de la porcelaine de Saint-Cloud. Son fils de régent était passionné par les secrets d'arcade. Sa petite fille, la duchesse de Berry, avait une toilette en porcelaine de Saint-Cloud. Et au XIXe siècle, la manufacture de Saint-Cloud n'existe plus. Il faut dire que la manufacture de Sèvres, de Vincennes se déplaçant à Sèvres, avait sans doute au XVIIIe siècle participé à la chute de la manufacture de Saint-Cloud. Les grands du royaume, à l'époque de Louis XV et de la Pompadour, ne venaient plus à Saint-Cloud, mais allaient à Sèvres. Et l'impératrice Eugénie, au XIXe siècle, allait faire son marché à Sèvres. Il y avait des extraordinaires vases de Sèvres dans son palais, puisqu'on parle de palais sous le Second Empire. Et d'ailleurs, sous le Second Empire, si j'ai bien mémorisé, on retrouve le secret de la porcelaine tendre, qui avait été oublié au Premier Empire et qui, en tout cas, redevient à la mode sous le Second Empire, à la fin du XIXe. Et puis pour vous donner envie de venir nous voir, à partir du 15 octobre, donc pour moi c'est demain, là les œuvres sont en train d'arriver, nous organisons une exposition sur la princesse Palatine, qu'on a appelée La Plume et le Soleil, la princesse Palatine, et la seconde femme de Monsieur, frère du roi Louis XIV. Elle disait que Saint-Cloud était le plus bel endroit au monde. Je suis un peu d'accord, j'espère vous avoir convaincu. Et on va essayer de dresser le portrait de cette femme épistolaire qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui nous a parlé du château de Saint-Cloud à l'époque du Grand Siècle, voilà, et des membres de la cour.
Et en fait, on a la chance, comme sur les derniers feux du Palais de Saint-Cloud, d'avoir une reconstitution en 3D du château de Saint-Cloud à l'époque de Monsieur, réalisé par Philippe Le Pareux à partir en particulier de l'inventaire après le décès de Monsieur, donc autour de 1701. Et là, vous avez une restitution de la galerie d'Apollon telle qu'elle avait pu être. On disait que c'était la merveille de Saint-Cloud, avec ses plafonds peints par Pierre Mignard, galerie qui malheureusement va complètement disparaître dans le feu. Voilà, et ici le cabinet de travail de notre Palatine, là où elle a écrit ces innombrables lettres. On dit 60 000 lettres, elle aurait écrit 60 000 lettres, ça paraît tout à fait considérable. Voilà, et une programmation extrêmement importante autour de cette exposition. À bientôt au Musée des Avelines, je vous remercie beaucoup.